Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La crise climatique est une crise de l'enfant. Cette opinion est généralement admise ces dernières années au regard de l'urgence des faits. Selon les Nations Unies, environ 1 milliard d'enfants, soit près de la moitié des enfants de la planète, vivent dans des pays classés à très haut risque en raison des effets des changements climatiques. Les perturbations climatiques aggravent l'extrême pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité dont souffrent les enfants et entravent aussi la réalisation de leurs droits. Pénurie d'eau, crise alimentaire, avec des corollaires comme la malnutrition. Ce sont juste là quelques exemples pour vous faire toucher du doigt la situation. Les chiffres au plan national, je vous en épargne. Susciter l'attention sur la crise et mobiliser l'opinion pour des actions concrètes visant à atténuer les conséquences de la crise climatique sur les droits des enfants, c'est bien l'objet de cette émission. Nos échanges vont s'accentuer en premier sur les enjeux des changements climatiques sur les droits de l'enfant. Ensuite, on va épiloguer sur la réalité dans le quotidien des familles, les actions menées à divers niveaux, puis les défis. J'ai avec moi en plateau des acteurs de terrain, imprégnés des réalités et bien sûr aguerris sur la question pour en parler. Il s'agit de Ursule Adjou-Yahi, c'est la coordonnatrice du projet à plan international Bénin. Elle est également point focal RSE, c'est le nom du projet. Madame Adjou-Yahi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Également avec nous en plateau, Monsieur Meksan Ogou. Il est membre de la coordination du département de l'Atlantique, du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin, en abrégé FODEM. Monsieur Ogou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente aussi Soumouratou Moussa, c'est la présidente du mouvement national en faveur des filles, Monafi en bref. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alexandra Djotan, ma consoeur, journaliste spécialiste des questions de l'environnement. C'est la 4e invitée de cette émission. Bonjour Alexandra. Bonjour William, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et je tiens à le dire, je suis ici sous le titre également ou en tant que journaliste, membre de l'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre. Merci pour cette précision, Alexandra Djotan. Et c'est avec vous que je vais démarrer cette émission. On en parle de plus en plus désormais, c'est monnaie courante, l'expression changement climatique. Qu'est-ce que cela voudrait dire au fond? On en a peut-être notre petite idée, mais qu'est-ce que c'est et globalement, quels sont les impacts? Pourquoi pas un impact ou deux sur l'enfant? Oui, vous avez raison. Chacun en a une petite idée en raison des variations de ces effets que nous subissons au quotidien. Et déjà, pas changement climatique, il faut entendre des modifications des habitudes climatiques. Je veux nommer la température ou encore les modèles météorologiques, surtout sur le long terme. Et donc, il peut s'agir de variations naturelles, c'est-à-dire celles liées au cycle solaire ou encore aux éruptions massives, aux éruptions donc volcaniques. Ben, il faut le dire, ces dernières années, ou depuis 200 ans, scientifiquement, il a été prouvé que les activités humaines en sont les principales causes. Et donc, de par ce que nous faisons, nos actions au quotidien, voilà, nous affectons l'ordre normal des choses au niveau du climat. Il y a surtout l'usage massif de ces combustibles fossiles, je veux nommer l'essence, le gaz ou encore le pétrole. Et donc, leur usage entraîne disons, les gaz à effet de serre. Utiliser donc ces combustibles fossiles, ça génère suffisamment de gaz à effet de serre et ce gaz-là agit comme une couverture de la Terre et qui embrigade la chaleur du soleil, et, dégageant ainsi une forte température. Cela entraîne la hausse des températures et c'est ce que nous observons ces dernières années. Il y a, je le disais, que c'est l'activité humaine qui aujourd'hui a identifié comme la principale cause le dioxyde de carbone ou encore du méthane qui figure dans le carburant que nous utilisons au quotidien pour les voitures, les engins. Tout ça, c'est toxique.
c'est toxique. Et je parlais encore de l'usage du charbon. Le charbon, c'est surtout son usage en industrie qui est condamné. Mais bon, n'empêche, utiliser le charbon à la maison, ça concourt à la destruction du couvert forestier et donc ça participe en quelque chose. Parce qu'il est fait à base de bois. De bois, oui, ça participe en quelque chose à la chose. Donc les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'industrie et même l'agriculture sont parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'Alexandra, est-ce qu'il suffit de parler de hausse de température, les légers pics que nous avons, les quelques bouffées de chaleur, est-ce que c'est ça, changement climatique, pour qu'on mette tout sous le coup des changements climatiques? Je l'ai mentionné, il faut observer ces effets-là sur le long terme. Et c'est ce que traverse actuellement l'humanité. La chaleur est emprisonnée. Les gaz à effet de serre concourent à cela, je l'avais dit dans ma définition. Et quand c'est comme ça, il y a la hausse de température que j'annonçais. Mais la hausse de température, c'est juste le premier pas, parce que cela a plusieurs conséquences. Cette hausse-là entraîne les sécheresses massives, les trous de sécheresse par endroit. Quand on se dit, par exemple, qu'au sud, on a un calendrier culturel, tout le monde s'attend, je dis du n'importe quoi, tout le monde s'attend à ce que les premières pluies viennent au mois de mai ou d'avril, je ne sais pas. Saison. Oui, mais finalement on se retrouve avec la chaleur intense et finalement les premières gouttes se pointent en juin. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et donc la hausse des températures, c'est juste le premier pas. Les conséquences, c'est beaucoup de choses. Il y a cette sécheresse-là intense observés par endroits du globe. Il y a aussi les cas de pénurie d'eau. Il y a de graves incendies de forêt aux États-Unis ou encore au Canada. Oui, nous en parlons souvent chaque année. Ces incendies-là qui surgissent de nulle part et qui détruisent massivement une bonne partie du couvert végétal. Incendie, il y a sécheresse. Il y a sécheresse, il y a aussi l'élévation du niveau de la mer. Il y a l'élévation du niveau de la mer, il y a les fortes pluies diluviennes, ces pluies qui amènent l'inondation. Tout récemment, on en a parlé, l'inondation au Brésil, l'inondation à Dubaï. Oui. Même l'inondation, l'actualité de l'inondation à côté de nous, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. Des cas de mort, des images. Exactement, exactement. Tout ça sont des corollaires du changement climatique. On parle également de la fonte des glaces polaires. Il y a les tempêtes catastrophiques et puis le déclin de la biodiversité. Autant nous les hommes, nous sommes affectés par cette hausse de température, autant les animaux ou encore l'aspect végétal, tous ces éléments-là sont touchés. Et donc, il y a une fragilisation de la biodiversité, le déclin. En résumé, William, c'est que les conséquences varient d'un point du globe à un autre. Ce qu'on observe ailleurs, ce n'est pas forcément ce qu'on ressent chez nous. J'ai parlé de cette destruction de la forêt par l'incendie qu'on observe aux États-Unis ou au Canada. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais chez nous, les grosses pluies entraînent la sécheresse aussi. Oui, l'inondation aussi qui suscite le déplacement des populations d'un point A à un point B. Donc, au Bénin, nous avons connu aussi tout récemment cette période intense de chaleur-là. Cela a été ressenti du nord au sud, partout dans le pays, avec des effets sur la santé. Il y a eu beaucoup de cas de maladies respiratoires parce que dans l'atmosphère, des particules de poussière ont été détectées. Et donc, cela a entraîné des problèmes de santé. Mais au-delà, il y a que les changements climatiques affectent également notre capacité à produire. Parce que quand le calendrier est déréglé, je parle du calendrier culturel, est affecté par cette modification-là de l'ordre normal des choses. Oui, ils en paient le tribut. Ou soit c'est les semis qui brûlent dans les champs, faute de pluie. Quand même, le rendement est affecté. Et il y a donc cet aspect-là qui se ressent sur la sécurité alimentaire. Au-delà de ça, cela peut aussi influer sur notre habitat. Quand il y a inondation et qu'il faut forcément se déplacer, c'est qu'on change de cadre de vie. Et cela affecte aussi notre travail.
parce qu'étant habitué à un certain milieu, exerçant dans ce milieu-là, on est forcé de se déplacer. Donc, les choses changent et cela touche également un aspect sécurité. Oui. Parce que donc, finalement, tous les compartiments de notre vie sont impactés par les changements climatiques. L'environnement, c'est une question majeure et ce n'est pas pour rien que les acteurs de la société civile dans Plan Bénin et autres militent quand même à ce que les choses changent. Ça touche à tous les aspects pratiquement de la vie on va évoquer tout ça dans le courant de cette Oui, mais vous avez posé la question sur les enfants. Oui, exactement. Pour en arriver aux enfants, très rapidement. Oui, je dirais que tout ce qui touche à l'espèce humaine touche également aux enfants. Quand on parle de problèmes de santé, c'est que cela affecte les enfants. Les petits rhumes par là, ça touche les enfants. Quand il y a inondation et que les moustiques dérangent, il y a le paludisme qui touche aux enfants. Et quand c'est la sécurité alimentaire qui est menacée, on en déduit d'office qu'il y a quand même un risque de malnutrition. De famine aussi. Oui, chez les enfants. Et quand il y a déplacement au sein de la population, c'est qu'il y a le risque de décrochage scolaire. Je préfère laisser les sachants qui sont sur ce plateau, les spécialistes des questions de l'enfance, aller plus en profondeur. Justement, je leur donne la parole après votre très belle intervention, Alexandra. Vous avez présenté le tableau, un phénomène qui ravage autant naturellement à des incidences sur l'enfant, la femme, la fille, sur les couches vulnérables de notre société. Je pense que vous faites le constat à plan international Bénin, Madame Adjou Yahi, et là-dessus, vous avez pensé à un projet comme RSE. Oui, merci monsieur le journaliste. Et je remercie Madame Djotan pour avoir peint le tableau et nous a planté le décor pour qu'on puisse avancer sur cette thématique, oui. Plan international Bénin, fidèle à sa mission qui est d'œuvrer pour un monde juste qui fait progresser les droits des enfants en particulier, les droits des filles, a initié le projet de renforcement de la société civile pour la réalisation des droits de l'homme avec l'appui technique et financier de Plan Suède et de l'Agence suédoise pour le développement international, le bailleur du projet. Et pourquoi ce projet? À un certain moment, les recherches ont montré des gaps significatifs dans la réalisation des droits de l'enfant, que ce soit le droit à la... Bon, toutes causes confondues, d'accord? Donc, le droit à la protection, droit à la participation, droit à l'éducation inclusive de qualité, droit à la santé sexuelle et reproductive. Tous ces droits ont besoin, les enfants ont besoin de jouir de ces droits. Et malgré les efforts consentis par l'État béninois et les partenaires au développement, on note que le fossé est de plus en plus grand. Mais de l'autre côté, la société civile, qui a pour rôle de faire la veille et d'accompagner l'État dans ses rôles régaliens, aussi on a montré que sur le plan du professionnalisme qu'il reste à faire, parce qu'il faut les renforcer et les rendre capables d'assumer pleinement ce rôle. D'où ce projet, et à travers ce projet, il y a une batterie d'activités de renforcement sur tous les plans, sur les thématiques de droit et même pour la gouvernance et le management au niveau des OSC. Tout ça, les ONG qui sont partenaires sur le projet en ont bénéficié. Quelles étaient les insuffisances qui ont causé ce gap que vous avez vu au niveau de la société civile? Le manque de moyens, le manque de formation, c'était dû à quoi? Oui, les raisons sont nombreuses, voyez-vous, je vais en citer quelques-unes. Il y a la rareté des fonds, des ressources, et aussi il y a le professionnalisme. Il y a que les OSC, les organisations de la société civile, manquent de la spécialisation sur des thématiques, et tout ça fragilise leurs compétences à aller capter des fonds. Il y a aussi qu'ils ne sont pas ensemble, d'accord, la synergie
faisait défaut, et tout ça a permis, grâce à nos analyses situationnelles, les recherches, d'élaborer ce projet qui a démarré en 2019 pour 5 ans. Donc, en 2024, nous sommes en fin de projet, et c'est dans ce cadre que nous situons cette émission, parce que c'est sur le projet que Plan a financé la réalisation de cette émission, parce qu'il était urgent que nous alertons l'opinion publique et tous ces acteurs sur les dangers que constitue le changement climatique, parce que c'est un facteur qui vient aggraver encore les efforts qui sont fournis en temps normal en matière de promotion de défense des droits de l'enfant. Courant cette émission, nous allons revenir de long en large sur les actions menées, les impacts que nous avons eus à travers ce projet qui pense cette plaie diagnostiquée dont nous parlons. Mais déjà, avec vous, Monsieur Ogou, Meksan Ogou, j'ai envie de questionner quelques droits, de façon concrète et pratique, quelques droits de l'enfant que les changements climatiques ont vraiment éprouvés dans la réalité. Merci beaucoup. Je crois que mes prédécesseurs viennent effectivement de planter le décor. On vient de montrer que les changements climatiques impactent beaucoup de secteurs de la vie, et les droits des enfants ne sont pas différents des droits des humains que nous sommes. Et tout ce dont l'homme a besoin, les enfants ont également besoin. Donc, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un environnement, le droit à un environnement qu'on appelle à une protection sécurisée. Tout ça, c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire, c'est des droits sur lesquels les changements climatiques arrivent à bousculer un peu la tendance, puisque lorsque les changements climatiques commencent à prendre place, c'est que les situations se déplacent dans le temps et les questions de protection commencent à devenir un problème. Par exemple, pour des questions de santé, les changements climatiques ont un impact très grave sur les questions de santé, parce que lorsque, par exemple, nous avons les inondations, il y a le paludisme qui se développe, et les enfants sont les premières personnes. Et d'autres maladies hydriques aussi. Les maladies hydriques, et pour les questions d'alimentation, lorsque l'agriculture est impactée, les enfants sont les premières personnes également à sentir l'effet. Si par exemple dans l'environnement, toutes les personnes qui doivent protéger ces enfants ne sont pas en sécurité, c'est que les enfants sont directement impactés. Et il est montré que le paludisme, les maladies hydriques et puis la malnutrition sont les premières causes de décès des enfants. Et quand c'est comme ça, il faut se dire que nous devons travailler à agir sur ces paramètres. C'est une urgence, en fait. Pour que la protection des enfants puisse devenir une situation réelle, pour que ce ne soit plus seulement des déclarations, mais que dans les faits, on puisse en arriver là. L'autre chose, lorsque les conditions deviennent encore très défavorables, si nous prenons le cas de l'inondation, ou la forte inondation qui oblige les déplacements, ou la sécheresse avec ces corollaires où nous n'avons plus d'eau au niveau de l'environnement, où les enfants, où les familles sont obligées d'être déplacées, c'est le système de protection sociale qui est également impacté. Donc, sur le volet santé, sur le volet protection, je crois que les enfants sont globalement impactés dans le cadre de l'avènement des changements climatiques, surtout si les familles n'ont pas le minimum qu'il faut pour assurer la veille. Puisque la protection des enfants repose d'abord sur la famille avant le concours de l'État. Donc, aussi bien l'État que les familles doivent veiller à tout ce que nous sommes en train de dire en termes d'impact direct sur
ces enfants lorsque les changements climatiques commencent à devenir une situation réelle. Et je crois qu'au Bénin, nous avons eu déjà beaucoup de situations mal vécues. Lorsque les inondations arrivent, on sait, par exemple, dans les zones de la vallée où... L'année dernière, par exemple, dans la vallée de l'Ouémé. Il y a eu beaucoup de cas de déplacement d'enfants et le système mis en place pour répondre aux catastrophes en ce moment n'a pas nécessairement fonctionné. Les premières personnes, c'est les enfants, mais il y a également les grandes personnes. Les personnes âgées. Les personnes âgées. Donc, nous devons travailler sur toute cette thématique pour voir dans quelle mesure on peut en arriver à atténuer ces effets sur les enfants et pour protéger, je dirais, notre environnement. Voilà que ces choses sont des facteurs réels d'aggravation des cas de violation des droits des enfants. Je vais vous donner la parole, Madame Moussa, sur cette question, sur le terrain. Quels sont ces exemples concrets que vous avez vus qui retiennent votre attention, des cas de violation des droits des enfants liés au changement climatique? On a parlé des inondations. Les images me reviennent en tête, les images de l'an dernier à Dangbo, à Djoung, dans des communes, à Zanyando, dans l'Ouémé. Il y avait de l'eau partout, donc les champs étaient inondés, les gens n'avaient pas de quoi manger, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Racontez-nous les anecdotes que vous avez à votre niveau. Déjà, j'aimerais préciser que le MONAFI, le Mouvement national en faveur des filles, est un mouvement qui est représenté dans tout le Bénin. Donc, nous sommes dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, et nous avons remarqué beaucoup d'impact sur les droits des enfants. Lorsque nous prenons les cas des inondations, il y a les déplacements forcés, comme monsieur vient de le préciser. Il y a aussi la perte des revenus. Parce que lorsqu'il y a les inondations, il y a au champ, les agriculteurs n'arrivent plus à travailler. Les maraîchers, c'est encore pire. Et ils n'arrivent plus à avoir les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Cela crée beaucoup de problèmes dans les familles. Déjà, les violences basées sur le genre s'accroissent parce que lorsque le chef de la famille n'a plus assez de revenus et que la femme aussi n'arrive pas forcément à avoir les revenus. L'ambiance est tendue. Hein? Oui, l'ambiance est tendue. Oui, il y a des cas de violences faites aux femmes. Il y a des cas aussi de violences faites aux enfants. Donc, les enfants sont battus. Déjà, beaucoup sont déscolarisés. Lorsque nous prenons le Nord, beaucoup de filles sont déscolarisées à cause de ces questions de changement climatique. La réduction de la productivité des rendements agricoles font que les parents, toujours en manque de moyens, déscolarisent leurs enfants, les envoient travailler. Il y a le travail des enfants qui est mis. Même des enfants en deçà de 14 ans. Oui, en deçà de 14 ans. Oui, le plus souvent, c'est des enfants de 9 ans, de 12 ans, 14 ans qui sont envoyés pour travailler dans les villes. Même au Niger, d'autres sont même envoyés hors du continent, au Koweït. D'autres cas, ça nous écœure beaucoup. Nous avons eu des cas de mariage d'enfants de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, parce que les parents, la dot, ça va les aider. Déjà, en envoyant l'enfant, ils se débarrassent de la charge que l'enfant constitue. Et la dot vient augmenter leurs revenus. Bon, c'est ce qu'ils se disent, que au moins la dot va augmenter les revenus. Ils se débarrassent de l'enfant et ils comptent sur le mari pour prendre soin de la famille avec les biens qu'on leur donne de temps en temps. Donc, il y a de ces cas-là qu'on rencontre sur le terrain. Du nord au sud, les réalités sont là et il y a beaucoup de cas aussi en parlant des migrations forcées. Des familles sont obligées de se déplacer et étant dans une autre communauté, ils ne sont pas forcément en sécurité. Il y a des cas de viol qui se rencontrent sur le terrain. Et voilà, c'est une situation, les changements climatiques avec leurs effets négatifs sur l'environnement, sur l'agriculture, ça impacte la santé des enfants. Il y a le retard de croissance. Dû à la malnutrition. Dû à la malnutrition, oui, c'est une forme de malnutrition, le retard de croissance. Déjà, pendant les inondations,
on rencontre que les maladies comme le choléra, le paludisme engendrent des cas de malnutrition aiguë, c'est-à-dire l'émaciation. Les enfants deviennent trop maigres, il y a les infections respiratoires beaucoup d'enfants souffrent d'infections respiratoires, et on finit par remarquer aussi qu'à long terme, les enfants ne grandissent pas normalement. À 2 ans, ils n'ont pas la taille qu'il faut, ils n'ont pas les réflexes cognitifs qu'il faut. Et après, ça agit sur l'intellect de l'enfant. L'enfant n'arrive pas à agir normalement, à être aussi... À développer ses facultés, à interagir avec sa communauté. À l'école, dans la communauté. C'est des problèmes à court et à moyen et aussi à long terme que nous rencontrons avec ces effets néfastes du changement climatique. Mais c'est quand même un drame qui se joue, hein. Madame Adjou Yayi, est-ce qu'on a essayé, pendant vos travaux, de situer les responsabilités? À qui c'est dû la défaillance du système de protection sociale, le système de prévention des risques et catastrophes, les familles elles-mêmes? À qui la faute, finalement? Oui, à nous tous. Hein. Ah bon? Oui. Même à moi? Oui. Mais moi, j'éclaire sur les questions Mais non, laissez-moi développer un peu, vous allez vous retrouver. D'accord. Et les défis liés au changement climatique les responsabilités incombent à tous les acteurs qui animent la vie sociale, politique et autres. Je m'en vais les catégoriser rapidement pour qu'on puisse vraiment voir. Parce qu'on voudrait bien aller sur les actions. Oui. Bon, on a les acteurs étatiques dans leur globalité qui ont un rôle à jouer à travers les mesures, hein, la mise en place des mesures comme la réglementation du domaine de la vie, hein, pour empêcher, hein, un tant soit peu les causes, hein, qui entraînent le changement climatique. Et là aussi, je pense rapidement, comme exemple, au dispositif, hein, à mettre en place pour l'évaluation de l'impact environnemental et social des projets que nous initions, hein, pour le bénéfice de la population, mais qui peuvent être des couteaux à double tranchant. Absolument. Oui, systématiquement que ces évaluations se fassent. Donc, l'État a un rôle de réglementation et de suivi de la mise en œuvre de ces réglementations, entre autres. Bon, les entreprises, d'accord, les industries. On n'en a pas beaucoup ici. Oui, mais quand même, il y en a, hein, il faut quand même commencer à se mettre dans les rangs pour ne pas que... la prévention, hein, je veux parler de la prévention. Donc, les entreprises qui émettent les gaz à effet de serre dans leur fonctionnement et la société civile. Nous sommes là, mais nous avons des rôles encore à jouer, nous y sommes. Et justement, qu'est-ce que le plan international Bénin a fait comme initiative dans ce cadre à travers le projet RSE pendant ces 5 ans? Oui. Plan international Bénin, au-delà du projet de renforcement de la société civile, justement, qui prend en compte tous les droits de l'enfant et le renforcement des OSC, a initié d'autres projets, hein, qui travaillent pour la prévention et aussi pour la résilience, renforcer la résilience de la population qui déjà sont en train de subir les affres du changement climatique. Et au rang de ces projets, nous avons le projet de Youth Empowerment in West Africa, YOA, qui a accompagné les jeunes dans l'installation de petites entreprises. Leur autonomisation. Oui, leur autonomisation, mais avec un accent particulier sur les mesures à mettre en place pour éviter d'en ajouter davantage au désordre occasionné par l'émission des gaz à effet de serre. En dehors de ça, plan à accompagner les communes à élaborer le plan
de contingence pour s'apprêter à faire face aux effets du changement climatique. Plan A accompagne la célébration de la journée de l'arbre. Et aussi... En rituel de tous les 1er juin ou effectivement dans une pratique de sensibiliser, de mettre, d'inculquer cette bonne manière, celle de protéger l'environnement, de planter et surtout d'entretenir dans le temps? Les deux. Les deux. Les deux, parce que, vous savez, Plan, dans son plan stratégique, hein, et qui met les jeunes et les enfants comme moteur de leur développement, travaille en collaboration avec ces jeunes et d'autres OSC, d'où vous savez la présence de Monafi ici, pour que des actions préventives déjà à travers les sensibilisations et autres puissent être menées et que la jeunesse soit moulée déjà pour travailler à ne pas aller dans le même sens que les adultes et aussi à faire le suivi en famille. Hein? Les parents qu'on peut sensibiliser et même la sensibilisation par les pères pour que quand même que la cause soit entendue. Donc voilà autant d'actions, je ne saurais les énumérer toutes parce que nous avons une contrainte de temps. Justement. Mais je voudrais ajouter que de plus en plus, hein, les bailleurs qui financent les projets au niveau de Plan sont exigeants par rapport à cette thématique de changement climatique et même de conflit. Donc, Plan n'a d'autre solution que de les prendre en compte dans les interventions que nous élaborons. Et ils sont allés au niveau international à élaborer une politique de gestion de l'environnement. Et déjà, les actions sont en train d'être menées pour qu'on mesure la quantité de gaz à effet de serre que Plan émet, les déplacements des véhicules, même les papiers, les feuilles que nous utilisons au bureau, les machines, les climatiseurs et autres, qu'on commence par les mesurer et afin de trouver des approches de solutions pour corriger. Et pour ça, la dernière fois, on était invité à un atelier hors du pays et des collègues au niveau international n'ont pas pu venir parce que Plan se dit ils peuvent travailler en ligne au lieu de prendre l'avion qui aussi est un émetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, oui, Plan a commencé déjà par montrer le chemin et voilà. Alexandra, est-ce que les cibles, elles entendent la cause? Est-ce qu'on a comme impression que ces acteurs-là, l'État, la société civile, même les parents, quand on leur a parlé, ou quand on leur parle, quand on leur montre le drame qui se joue carrément, est-ce qu'on a comme impression que cette réceptivité attendue, elle est là? Et comme Plan le fait déjà, est-ce que les gens se mettent au pas? Puisque nous l'avons déjà dit, puisque nous sommes tous responsables, autant que nous soyons de ce qui arrive à l'humanité, je pense qu'on a quand même intérêt à intégrer dans notre manière de vivre de nouvelles techniques, de nouveaux aspects qui puissent quand même améliorer la chose ou tout de même atténuer les effets néfastes de ce changement climatique-là. La question déjà c'est quel genre de conditions, quel genre d'environnement nous voulons laisser à nos enfants? C'est une question pertinente et je m'en vais partager avec vous quelques statistiques. Il faut le dire, la température à la surface du globe terrestre est actuellement passée de 1,1 degré par rapport à la température enregistrée dans les années 1800. Donc, il y a 200 ans en arrière, il y a eu une hausse, 1,1 degré Celsius, c'est pas moindre, c'est beaucoup. Alors, en matière de température. Oui. La dernière décennie, je veux nommer de 2011 à 2020, on a enregistré la plus chaude température jamais enregistrée. Même 2024 est annoncé comme l'année la plus chaude. C'est que nous allons de mal en pire. C'est que nous allons de mal en pire. Donc, au regard de toutes les conséquences que j'avais énumérées à l'entame de cette émission, c'est qu'il y a urgence
à l'avenir même, les acteurs alertent là-dessus, le nombre de réfugiés climatiques est en train de s'accroître. À l'avenir, on connaîtra un fort taux de réfugiés climatiques. On ne parle plus forcément des guerres et autres. Mais des déplacés en raison d'inondations, de catastrophes. Oui, ça va être suffisamment important. Et donc, la lutte se mène actuellement au plan environnemental pour contenir la hausse de la température globale dans la limite de 1,5 degré Celsius. Nous avons les COP organisé chaque année, vous en savez quelque chose. Contenir l'élévation de la température dans la marge de 1,5 degré, ça va aider à prévenir quand même les effets climatiques les plus graves et à maintenir un climat vivable. Bon, la situation est tout de même vraiment à craindre parce que sur la base des plans climatiques nationaux actuels, le réchauffement de la planète devrait atteindre 2,8 degrés à la fin de notre siècle actuel. Ce serait une catastrophe si rien n'est fait, qui 2,8 degrés, alors qu'on cherche à contenir dans la marge de 1,5 degré. C'est qu'il y a de la matière et chacun devrait vraiment s'y mettre. Au niveau du FODEB, Monsieur Ogou, pour les enfants, la réalisation de leurs droits, quelles sont les initiatives précises qui ont été prises à la faveur des différentes actions menées? Merci beaucoup. Et il a été démontré que pour la jouissance des droits des enfants, il faudrait que l'environnement familial soit un environnement, je dirais, propice. Et la première chose, c'est faire en sorte que les ménages aient le revenu nécessaire pour la prise en charge des enfants. Et à ce niveau, il y a beaucoup d'actions qui sont faites en direction des hommes, des femmes et des filles pour les questions d'autonomisation, surtout des femmes, de leur permettre d'avoir des activités qui leur permettent de produire et d'avoir des revenus pour continuer la prise en charge des enfants. Il y a, au-delà de ces activités, tout ce que les organisations de la société civile font pour maintenir un tant soit peu, sinon contribuer à la réduction des gaz à effet de serre par les questions de reboisement qui, d'une manière ou d'une autre, constituent un axe d'intervention de ces organisations qui leur permettent d'amener les familles à continuer à rafraîchir le monde. Parce qu'un arbre peut produire, permettre de consommer 25 kg de CO2 par an. Et si nous avons autant d'arbres plantés bien suivis, je pense qu'un travail important est en train de se faire à ce niveau pour que quelque chose change. Mais il y a également que pour les pratiques que nous développons. Justement, les bonnes pratiques partagées à l'école desquelles on peut aller et répandre, propager un peu partout, les disséminer de sorte à ce qu'elles soient adoptées, rentrent dans les comportements. Exactement. Lorsque nous prenons par exemple au Bénin nos pratiques de cuisson, où nous utilisons beaucoup de bois, il y a aujourd'hui des techniques ou des processus qui sont mis en place pour introduire dans les ménages des foyers économiques à haute efficacité énergétique. Donc avec très peu de bois ou pratiquement pas de bois, on peut bien produire au niveau de nos familles. Donc c'est autant de choses d'abord pour contribuer, je dirais, à l'atténuation des questions liées au changement climatique. Mais au-delà, nous devons faire en sorte que les enfants puissent s'approprier tout ce concept. C'est pour cela que au niveau des écoles, nous travaillons, au niveau des ateliers, nous travaillons en termes d'éducation pour que les enfants commencent à comprendre ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que les bonnes pratiques. Le changement climatique, la résilience. Voilà, comment est-ce qu'on doit pouvoir se comporter pour ne pas aggraver la situation ou alors commencer à développer de bonnes pratiques dès l'enfance, comme l'a dit Madame Adieu tout à l'heure,
comment faire en sorte que les enfants puissent passer le message d'un groupe à un autre sans que les grandes personnes soient nécessairement au cœur. Ça, c'est autant de choses que nous développons en tant qu'organisation de la société civile au profit, soit des familles ou bien des enfants, pour que la question des changements climatiques puisse rentrer dans les habitudes et que les décideurs de l'autre côté commencent à comprendre qu'il faut continuer à soutenir le mouvement pour que ça ne s'arrête pas. En termes de mesures, d'action de la société civile, la jeunesse a aussi son mot à dire pour ne pas creuser ces écarts dans la réalisation des droits des enfants. Oui. La jeunesse a son mot à dire, la jeunesse a quelque chose à faire et on a déjà commencé avec les actions. Qu'a-t-on commencé? Avec l'appui du Plan international Bénin, du FODEB, nous avons eu à faire des activités de renforcement de capacité de la société civile. Le MONAFI compte plus d'une centaine d'associations, d'organisations de jeunes et de groupes organisés et des représentants dans tout le pays ont eu une formation sur les changements climatiques, leurs causes, leurs conséquences. Comment gérer cette crise actuelle, comment faire les moyens de mitigation. Nous avons aussi appris le concept du mode de vie éco-friendly. C'est un concept qui est en vogue actuellement et il faut qu'on y aille. C'est comment être ami de la nature, ami de l'environnement. Et à travers ces séances de renforcement de capacité, beaucoup de jeunes, la conscience de beaucoup de jeunes a été éveillée sur le fait que la crise climatique, elle est là et il faut qu'on agisse. La preuve, c'est que beaucoup ne savaient pas que les transports, la manière dont nous faisons nos transports d'un point à un autre, parfois on peut y aller à deux, c'est-à-dire le covoiturage. Parfois on y va avec une voiture, à peine il y a deux personnes, il y a des places. Ou parfois on est seul. Parfois on est seul. Déjà il faut promouvoir le covoiturage, il faut aussi promouvoir le recyclage. Le textile fait partie des industries qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et on a commencé à développer ça désormais au Bénin. Hein? Oui, il faut que, et on a appris à ces sessions de renforcement de capacité qu'il faut qu'on arrive à savoir, à apprendre à nous habiller, à ne pas toujours être en train de changer, mais de voir comment utiliser ces vêtements-là qu'on porte pour les rendre encore plus attrayants. Et les jeunes écoutent ça, eux qui sont très amis de la sape, de la mode, de tendance. Oui. Ils l'entendent de cette oreille? Ils entendent parce qu'il y a des mouvements de mode actuellement qui sont aussi éco-friendly. Et c'est un mouvement qui prend déjà en Europe et ça prend déjà même en Afrique. Le recyclage, parfois, c'est déjà d'apprendre à acheter des vêtements faits à base de textiles recyclés. Et comment nous-mêmes recycler nos vêtements, nos chaussures. À part ça, le gaspillage alimentaire. Nous gaspillons, surtout les jeunes. Nous mangeons aujourd'hui, demain on n'a plus envie de manger ça, on jette, on prend autre chose. Déjà, le fait de jeter les aliments comme ça contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Et partager la nourriture, apprendre à cuisiner l'aliment d'hier autrement et manger ça, c'est aussi des choses qu'on a eu à apprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé après la formation? Lorsque les membres de ces associations qui sont venus à l'activité de renforcement de capacité sont rentrés, ils ont répliqué la formation au père. Déjà, le jeune a l'information et l'information est un capital. Nous relayons l'information aux plus jeunes, à nos pères et aussi aux adultes, à ceux qui sont plus âgés que nous. Là, ça a commencé, ça se fait déjà. Et pour la Journée nationale de l'arbre passée, beaucoup d'organisations ont eu à répliquer cette formation sur le mode de vie éco-friendly, l'urgence d'agir et aussi les actions concrètes qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et qu'on ne dépasse pas le seuil de 1,5 degrés de réchauffement climatique. Merci. Venons-en très rapidement à des conseils pratiques avant de conclure cette émission, des conseils pratiques applicables dans notre sous-région et dans notre pays. Qu'est-ce qu'on préconise? Madame Adjouyayi, on préconise quoi en termes de bonnes pratiques applicables, de conseils? Oui,
tout de suite là, je pense à un mouvement d'ensemble. Nous devons informer, trouver des alliés, comprendre et agir. Donc on ne va pas aller seul parce que le danger plane sur notre tête à nous tous et il va falloir qu'on trouve les mots qu'il faut pour toucher les cœurs, les sensibilités. C'est pour cela que nous sommes là. Cette émission tient lieu de sensibilisation et de plaidoyer. Et savez-vous, à l'issue de cette émission, nous avons déjà pris attache avec certaines associations, par exemple l'Union des professionnels des médias pour la protection et gens dont membres, pour que des actions soient faites avec les OSC, les OSC pairs comme FODEB, qui est un partenaire de mise en œuvre du projet de renforcement et qui a une envergure nationale. Donc, les plaidoyers doivent être faits à l'endroit des autorités, à tous les niveaux, et les individus doivent être sensibilisés pour l'adoption des comportements éco-friendly. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais les journalistes, je voudrais lancer un appel, un vibrant appel à vous. Vous êtes les faiseurs d'opinion et je voudrais que les questions liées au changement climatique deviennent votre cheval de bataille. Parce qu'il vous faut survivre avant de faire la politique. Absolument. Avant de faire autre chose. D'accord? Donc voilà, c'est mon cri de cœur. Il est entendu, hein, par Canal 3, il est entendu aussi. C'est d'ailleurs ce que j'allais dire. Oui, Alexandra. Ce n'est pas entré dans des oreilles de sourds. Les journalistes travaillent déjà à la chose. L'appel est à un certain renforcement de ce qui se fait déjà. Alors, moi, je vais appeler chacun à s'adapter. Et ce sera le mot de conclusion, Alexandra. Oui, il nous faut nous adapter et adopter les bonnes pratiques liées à la préservation de l'environnement, c'est important. Et en ce qui concerne les acteurs étatiques, l'appel est au respect des gens de ces engagements-là qu'ils prennent au niveau international, parce que la plupart du temps, il y a plein d'engagements qui sont pris, mais dans la pratique courante, c'est qu'on observe qu'il y a une sorte de laxisme, rien n'est respecté. Et il faudrait, par exemple, en arriver à la promotion des énergies renouvelables, comme, comme moteur réel de ce qui alimente l'énergie dans un pays. Le temps de sursoir aux énergies fossiles. Exactement. Monsieur Ogou, un mot de conclusion de cette émission. Merci beaucoup. Je pense que une première chose importante, c'est que l'État doit quand même améliorer la connaissance des questions climatiques à tous les niveaux. C'est vrai qu'ils sont dans le dispositif macro, mais il est important de ramener ça à la petite entité, l'échelle embryonnaire, oui, de manière à ce que chacun puisse agir. Les grandes décisions au niveau de l'État, telles que vient de dire Madame Diotan, doivent rentrer dans les pratiques. Il ne s'agira pas de prendre la loi ou la réglementation, mais il faudra l'opérationnaliser pour que. Donc on doit faire en sorte que l'État ne soit pas distinct des organisations de la société civile ou du secteur privé, mais face aux questions de changement climatique, que tous ces acteurs-là se donnent la main et l'État doit pouvoir être le fil conducteur. L'État doit aider à ce que ce rassemblement-là puisse se faire pour que nous puissions faire en sorte qu'au Bénin, l'accompagnement que nous pouvons faire en direction des familles pour que les enfants puissent mieux se porter face à cette situation très grave que les changements climatiques induisent soit atténués de façon forte et qu'on puisse mieux vivre notre vie au Bénin. Soumouratou? Déjà, j'appelle mes pairs, j'appelle les jeunes, les organisations de jeunes à mieux orienter nos activités. Et j'aimerais aussi appeler la famille, le noyau familial, à mener le moindre geste pour atténuer les effets néfastes du changement climatique. Ça commence par ne pas
jeter les ordures n'importe où, ne pas jeter les sachets, réduire les gaspillages alimentaires, utiliser les énergies renouvelables comme cela a été déjà dit. Donc ça commence tout petitement. J'aimerais appeler la famille, chaque personne au niveau individuel à changer un comportement. Même si c'est un tout petit geste, aujourd'hui, demain, on ira plus loin. Merci à vous. Je dirais également merci à Madame Ursule Adjouyahi qui a une petite phrase de conclusion. Oui, je dirais merci et je voudrais appeler à la synergie d'action, vraiment face aux enjeux aussi importants. Il va falloir que et la société civile, et le secteur privé, et les acteurs étatiques puissent vraiment se souder les coudes pour apprécier l'urgence et prendre des actions. Je pense que nous sommes capables d'y arriver. Le plan international est là, avec ses partenaires, nous avons démarré et je pense que la prochaine fois quand nous serons sur ce plateau, c'est pour annoncer quand même des avancées, des progrès dans la dynamique de rendre notre planète habitable et pour nous et pour les jeunes. Et on peut entretenir ce bel espoir avec l'engagement des professionnels des médias, des acteurs à divers niveaux et je n'en doute pas également des acteurs étatiques. Merci à vous, chers invités, d'être venus dans cette émission sur les changements climatiques et l'impact sur les droits des enfants. J'avais en studio Alexandra Djotan. Elle est bien journaliste spécialiste des questions de l'environnement. Elle est justement là pour, au nom de ce cercle de journalistes consacrés et dédiés à la question de l'enfance. Eh bien, la présidente du Mouvement national en faveur des filles était également là. Il s'agit de Soumouratou Moussa. Merci Soumouratou pour le déplacement et pour les contributions. Merci à Maxente Messan Ogou. Il est le membre de la coordination atlantique du Forum Organisation de défense des droits de l'enfant au Bénin, FODEB. Et merci également encore une fois à vous, Madame Adjouyahi. Vous êtes la coordonnatrice du projet à plan international Bénin. Coordonnatrice de projet, mais point focal sur le projet de renforcement de la société civile justement qui nous réunit ici. Autour de ce plateau. Voilà, merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci également de nous avoir suivis. C'était tout. Merci à toute l'équipe de réalisation. Au revoir.